Bonjour, je voudrais présenter un projet, une proposition qui me semble adéquate à l'époque où nous vivons, c'est-à-dire une époque où se déclarent un certain nombre de difficultés, de limites, de problèmes liés au mode de production et de vie que nous avons choisi en gros à partir de ce qu'on appelle les temps modernes. Difficultés qui maintenant apparaissent non pas seulement de l'intérieur à travers des phénomènes d'injustice sociale ou de différenciation excessive des classes ou des catégories ou de formes de domination ou d'exploitation, mais aussi la limite générale de l'activité humaine face à la nature, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de lui-même, c'est-à-dire vis-à-vis de l'humain, de l'humanité, enfin, si je l'ai, vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis donc de la nature qui inclut cette humanité, bien sûr. Et une sorte de double peine, comme on dit, c'est-à-dire que soit ça a des effets, je dirais, d'impossibilité, d'accentuation de l'erreur, mais à ce moment-là, ça se retourne en quelque sorte contre les humains eux-mêmes, peut-être une répression de leur façon d'agir, une diminution des revenus, une diminution des possibilités de liberté, ou de respiration tout simplement, de santé, vous voyez. Ou bien alors une accentuation, ce qui revient au même au fond dans un deuxième tour, vous voyez, une accentuation de l'exploitation de la nature, de l'usage énergétique trop important, etc. Donc ce que je viens de dire est d'une banalité, je dirais, affligeante, on pourrait dire maintenant. Je voudrais faire valoir pourquoi j'en parle. Donc le projet lui-même, c'est la création, la constitution, la création d'un domaine mondial, j'entends domaine au sens spirituel plutôt, un domaine mondial de la pensée sur la culture et sur les limites de la culture et les capacités de la culture humaine à se corriger, à se transformer, se modifier en fonction, je dirais, des difficultés qu'elle produit elle-même, ou qu'elle va rencontrer, mais qu'elle produit aussi. Voilà. Donc c'est un domaine, je dirais, qui est un domaine spirituel, non pas au sens religieux du tout, mais au sens, je dirais, opposé à l'idée d'un domaine matériel, c'est-à-dire d'une possession. C'est pas ça exactement ça, bien que c'est à voir avec une souveraineté, c'est-à-dire une souveraineté mondiale de hauts lieux, de lieux où la pensée pourrait se déployer sur la vérité. Alors vous allez me dire, c'est des mots tellement bâclés, tellement, vous voyez, érodés en quelque sorte, vous voyez, vérité, pensée, etc. La vérité dont il s'agit, ce n'est pas une vérité absolue, bien entendu, je ne crois pas à la vérité absolue, mais à une vérité ponctuelle dans un moment donné, et je crois que la vérité à l'heure actuelle, c'est la vérité dont je parle, c'est la vérité, si vous voulez, de la difficulté, en quelque sorte, à penser. C'est-à-dire, si nous voulons penser ce qui nous arrive et qui est désagréable, voire très angoissant, collectivement, si nous pouvons le penser avec une certaine, je dirais non pas objectivité, car je n'aime pas cette notion d'objet, d'objectivation, mais une certaine distance, je dirais raisonnable, un petit peu digne au sens, vous savez, où la dignité peut parfois se déployer précisément dans les périodes tragiques, vous savez, où, je ne sais pas, une tempête, où un capitaine continue à rédiger le journal de bord, par exemple, vous voyez, des choses comme ça, qui semblent a priori pas très utiles, où les marins enfermés dans un sous-marin qui va rester au fond de la mer, et où les gens savent qu'ils vont mourir, et ils continuent où il y avoir une certaine dignité. Alors, cela dit, je ne me place pas d'emblée dans une situation aussi tragique a priori, parce que nous ne savons tout de même pas s'il n'y a pas des possibilités de s'en sortir sans effort trop élevé, trop dur, si vous voulez, pour nos frères humains.
Je ne sais pas si c'est trop ou pas. Je n'ai pas encore la certitude que peuvent avoir déjà certaines sectes plus ou moins religieuses ou plus ou moins eschatologiques, c'est-à-dire attendant en quelque sorte la fin du monde, ou les preppers, comme on dit. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. C'est plus calme, plus tranquille, et surtout plus ouvert à toutes les possibilités. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, que nous passions à travers des drames épouvantables ou non, que cela se passe plus ou moins bien, que nous réussissions à franchir certains caps, par exemple en matière de réchauffement climatique ou non, que cela s'avère plus ou moins tragique, peut-être beaucoup moins que ce qu'on pense, peut-être plus, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il est temps, dans notre culture humaine, d'arriver à un point où nous soyons capables de la faire véritablement réfléchir sur elle-même, éventuellement régresser, vous savez, au sens, la régression en psychologie, quand on revient dans une psychanalyse à l'âge où, au fond, peut-être nous avons fait un choix, une bifurcation qui n'allait pas, nous sommes enferrés dans une direction qui n'allait pas, nous sommes obligés de revenir en arrière. Les marins, ils connaissent bien tout de même, vous savez, la logique de tirer des bords. Quand vous tirez des bords, parfois vous reculez beaucoup, en latitude, sur votre objectif, pour mieux, en quelque sorte, ensuite vous y diriger rapidement en prenant les endroits où il y a les bons courants, où il y a les bons vents, etc. Donc la régression, le recul, le détour, le contour n'est pas a priori mauvais. Donc cette espèce de fascination d'un progrès où on ne pourrait jamais reculer, on ne pourrait jamais s'arrêter, on ne pourrait jamais regarder à droite, à gauche, il faudrait toujours qu'on fonce, vous voyez, comme une espèce de train sur un rail unique là, Bon, je veux dire, c'est vrai, quand vous arrivez sur l'obstacle, ou proche de l'obstacle, il est peut-être temps de s'arrêter, mais c'est peut-être trop tard, quand vous êtes je ne sais pas moi, à 100 mètres de l'iceberg qui va déchirer le Titanic, c'est peut-être plus la peine d'arrêter le Titanic, parce que c'est trop tard, la masse est trop forte, vous voyez, etc. Mais là, est-ce qu'on a le temps ou pas? Nous ne le savons pas exactement, vous voyez, nous ne le savons pas. Donc, nous savons des choses, bien entendu, nous sommes très inquiets, nous avons raison, il y a des chiffres, il y a des données, il y a des choses. Je ne suis pas du tout climato-sceptique, bien entendu. Ça serait d'ailleurs un peu fort pour quelqu'un qui a participé un peu à la création des instances mondiales de réflexion sur le réchauffement climatique, dans certaines conférences internationales dans les années 90. Donc, si vous voulez, je dis simplement que, quoi qu'il arrive, tragique ou pas, un avenir radieux, ça m'étonnerait, mais enfin, ou très malheureux, ou tout simplement banal. Il est temps, je crois. Nous sommes parvenus à une échéance, on pourrait dire, culturelle. Vous voyez, après les temps modernes, après les Lumières, après, etc. Il y a des étapes comme ça qui se constituent dans l'histoire, et l'étape actuelle me semble être celle de la réflexion sur la culture humaine. Donc, en quelle mesure la culture humaine peut-elle se corriger elle-même? Peut-elle modifier son allure? Peut-elle modifier son orientation, ses directions, pour pouvoir finalement aboutir à de vrais progrès, c'est-à-dire des progrès qui éventuellement intègrent éventuellement des régressions, des reculs, encore une fois, des regards, des moments d'immobilité pour regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on utilise bien les bons moyens? Est-ce qu'on va pas trop vite? Est-ce qu'on va pas dans une direction qui est mauvaise et pour laquelle véritablement il faudrait faire reculer à toute vitesse, à toute vapeur pour pouvoir revenir au point où on pouvait encore faire autre chose que se tromper, etc. Bon, il faut savoir si la culture humaine est capable de faire ça. La culture humaine est partie prenante de la nature, une nature que Darwin a bien résumée pour ce qui concerne la vie, c'est-à-dire une espèce particulière, mais dotée de qualités. Dans l'ouvrage qui a été longtemps titré La descendance de l'homme, Darwin montre bien que, effectivement, cette espèce-là a des avantages extraordinaires, qui ne sont d'ailleurs pas des avantages dans les sélections naturelles des individus les uns par rapport aux autres, mais au contraire, un espèce d'avantage global qui est lié à la capacité de faire de très grands groupes, voire de faire des nations, voire de faire, au fond, l'humanité elle-même en espèce, chose que n'avait pas vraiment prévue Darwin, mais la direction, il la montre, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est capable, à la limite, de faire sa propre politique, ce qu'aucune autre espèce n'est capable de faire. Bon. Ça veut dire réfléchir sur l'ensemble de ces conditions qui va permettre à l'espèce, en quelque sorte, de continuer. Parce que la vie, c'est tout de même son but, de continuer la vie, continuer la vie. Oui, y compris s'il faut passer d'ailleurs par la mort, c'est-à-dire la succession des générations. Alors, et la succession des générations qui, dans la vie, je dirais,
que la vie cherche aussi à ralentir de telle façon à ce que les individus de telle et telle espèce vivent le plus longtemps possible pour avoir ensuite multiplié les chances en quelque sorte de se reproduire sur le long terme et peut-être de favoriser aussi l'apprentissage qui n'a pas pour but, si vous voulez, simplement la reproduction elle-même, mais la reproduction de qualité toujours, en quelque sorte, plus grande, plus variée, plus intelligente, plus intéressante dans divers domaines, etc. Et en quelque sorte de magnifier l'espèce qui n'est pas justement contrainte, peut-être comme les bactéries ou comme d'autres, de se reproduire à toute vitesse, simplement en quelque sorte en disposant de quelques minutes ou de quelques heures ou de quelques jours ou de quelques années dont certains organismes disposent pour exister, en quelque sorte, vous voyez, de se porter à la reproduction comme une espèce de machine. Vous voyez. C'est peut-être ça c'est peut-être ça à quoi la vie essaye d'échapper, au fond, hein, en ralentissant les rythmes. Et là aussi, vous voyez, on a l'air en ce moment de ne pas aller tout à fait dans ce sens-là. Vous voyez, est-ce qu'on serait dans le sens de ce que fait la vie, je dirais ordinairement, après tout de même des quelques centaines de millions, voire des milliards d'années d'expérience, peut-être qu'il faudrait écouter ce que nous dit la vie et pas seulement essayer de l'objectiver pour pouvoir l'utiliser immédiatement et la dévorer. Vous voyez, c'est tout de même ça qui semble être un petit peu étrange. Alors moi je crois que la culture humaine c'est un phénomène, j'allais dire culturel, vous savez j'aime beaucoup ça, c'est un phénomène culturel, la culture, et oui, c'est un phénomène culturel. Ça veut dire quoi? C'est à la fois un phénomène naturel, mais c'est un phénomène naturel qui se sépare du reste de la nature par la constitution interne, ces systèmes si vous voulez, de réalisation, de fonctionnement, et ces systèmes-là ne sont pas, on ne peut pas les ramener à des systèmes purement, si vous voulez, biologiques. Ce sont des systèmes dits culturels. C'est-à-dire, par exemple, ça passe évidemment par la parole. Les humains ont commencé à sortir, en quelque sorte, vous voyez, on pourrait dire des types de destinées qui étaient un petit peu prévus par les mécanismes de sélection naturelle, individuelle et de groupe d'ailleurs, je dirais des primates, nos ancêtres, enfin les primates qui furent nos ancêtres parmi les primates, et nous sommes sortis de cela par la parole. Hein. La parole, c'est-à-dire, la parole n'est pas un phénomène individuel, la parole est un phénomène collectif. J'utilise des mots qui sont les mots du français, les mots de la langue française, j'utilise des catégories qui sont celles peut-être des anthropologues, des sociologues, des historiens, des philosophes. Je ne suis jamais seul. Quand je parle, même en parlant avec moi-même, je parle avec vous, je parle avec d'autres, je parle, et la parole elle-même est quelque chose qui est évidemment, je dirais, à 99%, si on faisait des pourcentages qui étaient pas idiots, mais ça fait rien, vous savez. Voilà, comme je me souviens, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la série qui est assez intéressante d'ailleurs, le bureau des légendes, vous savez, qui rappelle un peu, qui raconte les histoires fantasmées de la DGSI. Et ils sont tout le temps en train de parler en termes de pourcentage. Et vous, alors, vous pensez que cet événement, il a combien de pourcentage de chances de se réaliser, etc. Ou tel espion a tant de chances de faire une connerie, etc. 95%, 8%, c'est ridicule. Parce qu'il y a des fois des choses, il n'y a aucun. Mais voilà, alors dans cet état d'esprit, j'ai dit, bah écoutez, oui, voilà, bon, la culture humaine, eh bien. Je ne sais pas, je ne peux pas estimer, si on me demande en tant qu'anthropologue culturel, vous, qu'est-ce que vous diriez du pourcentage de chances que l'humanité survive à sa propre connerie, excusez-moi, à sa propre connerie, je dirais je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais on va essayer, ok, ça vaut le coup de toute façon, on va essayer de s'en sortir. Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est que la culture? Est-ce que c'est juste l'intelligence? Non, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, de toute façon, on ne peut pas la définir. Aujourd'hui, définir l'intelligence à partir de l'ordinateur, il n'y a rien de plus stupide, il n'y a rien de plus bête. Un ordinateur monstrueux qui est capable de se souvenir de toutes les parties d'échecs ou de Go qu'on a jouées depuis 200 ans n'est pas intelligent, il est juste de la mémoire. L'embêtant, c'est que dire qu'il est bête, ça tend à faire croire que les grands maîtres de Go ou d'échecs sont bêtes. Et peut-être le sont-ils, effectivement. C'est ça qu'on n'a pas envie, et surtout eux, et surtout cette espèce, vous voyez, d'aura, de prestige qu'on associe à certains types de performances, alors que quand ce sont des performances, en gros, juste de la mémoire, ça n'est pas de l'intelligence, c'est beaucoup plus vaste l'intelligence, c'est beaucoup plus complexe, vous comprenez? Et toujours ramener l'intelligence aux robots, etc., aux machines, etc., c'est une preuve de stupidité dans certains milieux. C'est une preuve de passion qui rend stupide. Parce que cette passion devrait être modérée. Voilà un exemple typique, par exemple. Est-ce que nous sommes capables de modérer nos passions lorsque ces passions deviennent dominantes parce qu'elles attirent de l'argent, elles attirent de la technologie,
elles attirent du pouvoir, de la puissance, elles attirent des grandes organisations qui finissent par se situer dans une optique presque de guerre économique, sociale, technique, tout ce que vous voulez, qui fait qu'en réalité, elles avancent toujours plus vite que le voisin, que la voisine, et qu'elles essayent de l'emporter en ravageant d'une certaine façon le terrain sur lequel elles passent, comme si c'était totalement indifférent. Donc, moi, je pense que c'est ça la question. La question, c'est est-ce que la culture peut éviter ces espèces de formation, si vous voulez, cyclonique d'elle-même, en quelque sorte, où ça se met à tourner de plus en plus vite, et de plus en plus haut, et de plus en plus chaud, et de plus en plus, vous voyez, un peu à la façon, voilà une image par exemple, des cyclones. Est-ce que nous pouvons ralentir les cyclones culturels? Est-ce que nous pouvons nous ralentir nous-mêmes? Et même sans nous ralentir, aller peut-être parfois beaucoup plus vite, mais dans des directions qui ne sont pas des directions dangereuses. C'est-à-dire, est-ce que la culture peut s'adapter? Est-ce que par les mots, par les paroles, nous pouvons produire autre chose que des paroles de domination, des paroles de certitude, des paroles d'affirmation péremptoire, des paroles qui constituent des checklists, des dispositifs, si vous voulez, vous voyez, des programmes qui finalement sont des programmes qui vont casser et détruire des choses très importantes. Est-ce qu'on peut arriver à modérer la culture quand elle commence à imaginer des structures qui sont tellement prégnantes, tellement étouffantes, tellement centrales, qu'en réalité les humains finissent par ne plus avoir de leur place là-dedans? Est-ce que nous pouvons enrayer les mécanismes dont nous ne sommes pas conscients parce que à la limite, nous vivons trop peu de temps. Je veux dire qu'un président de la République, aussi intelligent soit-il, il va mourir. Hein, oui, je veux dire. Et puis, de toute façon, il va rester que quelques années au pouvoir. Après, ça sera du blabla sans action. Mais est-ce que nous pouvons, même sur une filiation, par exemple, de président de la République, je ne sais pas quoi, vous voyez, sur la société comme la société française, est-ce qu'on peut dire que des orientations qui vont être prises, mettons, d'un régime à l'autre, vous voyez, d'une législature à une autre, d'une présidentialité à une autre, est-ce qu'on peut dire que ça, si on arrive à en analyser le fil, ce que ça représente, vous voyez, y compris par rapport aux autres pays, etc., est-ce que c'est quelque chose, si ça va dans la mauvaise direction, qu'on peut finalement ralentir, stopper, et en prenant d'autres voies, des voies totalement différentes qui ont été totalement inexplorées. Vous voyez. Bon, je donne ça comme exemple, c'est des petits exemples finalement. On peut voir, on peut sentir qu'il y a quelque chose derrière. Je crois que c'est très important de faire des propositions maintenant. Ça ne sera sûrement pas la seule proposition, il y en aura plein d'autres. Je dirais un petit peu justement à la darwinienne, que le meilleur gagne d'une certaine façon, ou la meilleure gagne, la meilleure proposition. Mais je crois qu'on n'échappera pas à un flux de propositions de ce type-là. C'est-à-dire qu'il faut que nous pensions librement, complètement librement, détaché de tous les enjeux économiques, les enjeux financiers, les enjeux de prestige, de médailles universitaires, les enjeux de pouvoir, les enjeux de distinction, les enjeux de domination, enfin tous ces enjeux-là qui sont les enjeux de la stupidité humaine moyenne, y compris de la mienne d'ailleurs, l'amusant d'avoir une médaille universitaire, ok, d'accord, c'est toi, être émérite, oh là, être émérite, hein, c'est très important, etc. Bon, mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose, quelque part, qui échappe à ça, qui échappe à cette espèce de fonctionnement un peu ridicule, au fond, des institutions, des humains, comme ça, placés dans une espèce de compétition, de prestige, qui effectivement est quelque chose que les gens qui disaient, c'est courir après sa mort, quoi, c'est courir après. Mais est-ce qu'on peut vivre de façon différente? Des gens l'ont fait dans l'histoire. Il y a des sagesses, il y a des gens qui se retirent pour penser d'une certaine façon, etc. La comparaison est inévitable. Quand je parle de créer un domaine mondial, enfin, comment dire, on pourrait peut-être plutôt dire universel, c'est-à-dire l'idée d'une validité universelle, si vous voulez, mais qui pourrait avoir des compétences également en termes, on va dire, de souveraineté, enfin de recherche d'une souveraineté par rapport aux institutions locales ou nationales existantes, hein, c'est ça qui est en jeu. Parce que si c'est pour rentrer dans les moules nationaux étatiques actuels, c'est pas la peine de faire une proposition. On veut juste dire qu'il nous faut une université privée ou un truc comme ça n'a aucun intérêt. Là, moi, ce que je vois, ce sont des hauts lieux de pensée libre, absolument libre, visant à terme une souveraineté partielle. On ne va pas non plus, je veux dire, échapper au droit commun. Mais ça serait bien que le droit commun, évidemment, évolue aussi en fonction de ça. Donc ça pourrait être un exemple de quelque chose qui pourrait exister d'ailleurs dans d'autres domaines. Ça pourrait être aussi, je ne sais pas, des gens décidant
de développer un autre type de pratique, je sais pas, de survie, de vie, d'activités économiques diverses. Enfin bon, pour l'instant, mais ça serait une sorte, si vous voulez, de proposition un peu pilote. Hein. L'idée, on va faire quelque chose qui marche. Et si ça marche, c'est-à-dire si c'est d'une part autonome, c'est-à-dire que si ça peut vivre du sien, un peu comme on disait avant des rois, mais là ça serait des collectivités, qui auraient une espèce d'idée universelle, donc une autonomie, c'est-à-dire on est des intellectuels, mais on est aussi sur la terre, sauf que c'est pas obligatoire à partir d'autorités qui envoient les intellectuels, si vous voulez, piocher ou faire les moissons, parce que ça c'est pas bon, d'obliger les gens et de les détruire, etc. On n'est pas des Khmers rouges, on n'est pas des pro-chinois de la belle période, on n'est pas des léninistes qui veulent détruire les koulaks, on n'est pas ça, on n'est pas autoritaire, c'est pas du tout. Nous serions des gens qui veulent penser parce qu'ils aiment ça, pour eux, un peu comme des artistes, aiment bien faire de l'art pour eux, pour l'art, bon, qui développent une pratique humaine qui peut évidemment servir, mais dont la fonction n'est pas d'abord de servir. Elle sert, je dirais presque par hasard, parce que c'est justement un élément fondamental dans l'activité humaine, dans l'esprit humain, que d'être libre, tout simplement. La liberté, c'est tellement extraordinaire. Donc, ne pas subir les influences extraordinaires des enjeux technologiques et financiers et de pouvoir, ça serait déjà formidable. Et à ce moment-là, à l'heure actuelle, la plupart des universités sont complètement inféodées à des logiques qui ne sont pas des logiques de la pensée. D'ailleurs, penser que l'université, on peut y penser vraiment, c'est très surfait. Il y a beaucoup d'endroits, des universités où on ne pense absolument plus. On répète des choses, on les apprend. Et le problème de l'apprentissage, c'est qu'à un moment donné, c'est contradictoire avec la recherche, c'est contradictoire avec l'élan de vérité, si vous voulez, qui peut inspirer des gens. Donc il faut que ce soit volontaire, il ne faut pas qu'il y ait de diplôme, il faut que ce soit autogéré au sens où le soir ou l'après-midi, vous allez planter les patates, c'est vos patates, c'est les patates de la communauté, bien sûr. Bon, c'est pas un monastère, parce que monastère, c'est mono. Mono, c'est le monsieur qui veut vivre tout seul. Sauf que les monastères, on ne vit pas tout seul. Enfin, on vit tout seul ensemble, mais bon, il ne s'agit pas de vivre tout seul ensemble. Bon, ça, mono, ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y a pas chez les femmes des hommes, il n'y a pas d'hommes chez les femmes. Bon, ça, c'était les lois de Saint-Augustin, les règles de Saint-Augustin pour les communautés religieuses. Il ne fallait surtout pas qu'il y ait un regard, n'est-ce pas, d'attirance sexuelle d'un côté et de l'autre. Il ne s'agit pas de ça. Les couples peuvent évidemment s'intéresser ensemble ou séparément d'ailleurs à la pensée. Bon, mais il faut qu'il y ait un but qui soit commun à tout le monde, où tout le monde soit au clair par rapport à ce but. C'est-à-dire que ce but devrait pouvoir, je dirais, vous savez, en quelque sorte, correspondre à sa propre pratique, puisque nous étudierions la vérité, c'est-à-dire la vérité la plus difficile, c'est-à-dire comment est-ce que notre culture peut arriver à ne pas être néfaste. On va dire ça. Comment la culture humaine peut arriver à ne pas être néfaste. Dans les petits détails, dans les grands ensembles, sur les longues durées, sur les durées plus courtes, etc. Comment est-ce qu'on peut réussir à se modifier de telle façon à être le plus adapté possible à quelque chose qui serait la survie de l'humanité dans la nature et la survie de la nature qui permettrait à l'humanité de le faire aussi. Bon, ne pas être nuisible de court terme ou de long terme. Pour l'instant, sur le long terme, nous sommes des nuisibles. C'est très clair, nous sommes des nuisibles. Nous sommes l'espèce la plus nuisible au niveau du long terme. Au niveau du court terme, peut-être pas. Peut-être qu'on commence maintenant à savoir un peu enrayer les guerres, d'ailleurs peut-être à cause de certains excès que nous avons commis justement, qui nous a tellement terrifiés que nous sommes figés par la possibilité même de la guerre nucléaire ou de la guerre bactériologique. Est-ce que c'est une bonne façon d'exister? Est-ce que c'est un progrès véritablement que d'être figé, si vous voulez, par l'impossibilité de faire le mal? Je ne suis pas sûr. Ça serait encore mieux si nous pouvions arriver à nous maîtriser sans avoir ce chantage qui s'exerce sur nous. Donc tout ça, c'est des questions qui concernent absolument tout le monde, que tout le monde reconnaît à n'importe quel niveau. Vous voyez, comment ne pas être nuisible, comment ne pas susciter, provoquer des organisations qui, malgré nous, de façon inconsciente, sur le moyen terme et le long terme, finissent par s'opposer en quelque sorte à des destinées favorables à la fois des humains et de la nature. Bon, c'est ça le but. Le but, c'est de travailler sur la culture. Autrement dit, ça n'est pas, je dirais, un projet de science généralisée. Ce n'est pas de la science généralisée comme dans l'université. On ne va pas apprendre tout et n'importe quoi. On est focalisé là-dessus. Comment les cultures humaines, les éléments des cultures, les cultures au passé, les cultures au présent, les cultures au futur, comment est-ce que nos cultures humaines peuvent arriver à se modifier, se corriger, pour pouvoir, je dirais d'une façon optimale, le mieux possible, disons de façon plus simple, le mieux possible, ne pas être nuisante, ne pas être nuisible pour la nature et l'humain. Voilà. Ça, c'est une chose. Voilà, c'est très simple. C'est très simple.
vous faites des hauts lieux dans lesquels les gens se consacrent à ça. Ils se consacrent à ça et en même temps, justement, d'une certaine façon, ils réfléchissent sur eux-mêmes, c'est-à-dire, est-ce que nous, notre pratique de gens qui pensent, etc., peut ne pas être nuisible? Parce que ça a été nuisible aussi, vous savez, les monastères à certaines périodes. Ça a été nuisible quand ils étaient indépendants, ça a été nuisible quand ils sont devenus dépendants des rois, ça a été nuisible par excès d'orgueil religieux, par volonté de dominer la pensée des autres, par une espèce de terrorisme intellectuel, vous voyez, la confession, l'acquisition, qui était même beaucoup animée par des ordres religieux, hein, il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Les dominicains, les franciscains n'ont pas été pour rien dans certains excès justement de domination intellectuelle, donc y compris des universités d'ailleurs. Donc si vous voulez, le problème, je crois que c'est d'arriver à prouver sur nous-mêmes que nous sommes capables nous-mêmes en tant qu'éléments de culture ou que tentative culturelle de résister, de nous modifier, et faire quelque chose comme ça. Et je pense que ça commence d'abord par quelque chose d'assez simple, c'est la pluralité. Mais c'est surtout avoir la pluralité, ou en même temps que la pluralité, l'autonomie matérielle. Bon. Donc ça rejoint des choses qui peuvent être faites par des communautés aujourd'hui, etc. Mais c'est l'idée, on ne va pas pallier, si vous voulez, les grosses nuisances partout qui sont... mais parce qu'on n'a pas les moyens, parce que de toute façon, on ne va pas non plus se situer dans la perspective eschatologique de la fin du monde, puisqu'il va y avoir la fin du monde, nous allons essayer de survivre et de proposer un modèle de survie. Ce n'est pas la survie qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est la pensée. Nous voulons continuer à être dignes, à être des animaux développés et qui pensent, parce qu'ils parlent, et qui d'ailleurs savent très bien tuer la parole en la transformant la vraie parole, la parole directe en langue de bois. Nous savons, comment dire, ossifier littéralement la parole, hein, mais nous savons aussi la maintenir d'une façon vivante entre deux personnes qui se parlent, entre deux sujets qui se respectent l'un de l'autre en s'accordant une sorte de non-détermination a priori, vous voyez, non-réduction de l'autre à un personnage, quelque chose d'ouvert qui permet de continuer à parler. Bon, je crois qu'il y a dans la culture humaine et au niveau de la parole justement, qui est le phénomène central depuis toujours, depuis que nous parlons, hein, depuis 80 000 ans, peut-être 100 000 ans, peut-être 70 000 ans, 60 000 ans, on ne sait pas très très bien, mais depuis que l'homme a inventé cette parole qui utilise le langage symbolique, mais il ne faut pas dire... Ce n'est pas des actes de langage, c'est des actes de parole que nous faisons, qui utilisons des langages, plusieurs langages d'ailleurs. Eh bien, nous sommes, je pense, dans une direction qui est une direction qui n'est pas a priori, il me semble, c'est peut-être un pari, je n'en sais rien au fond. Peut-être que la parole est mauvaise, fondamentalement. Et je ne crois pas. Je crois que la parole est basée sur ce phénomène extraordinaire qui est le pacte mutuel d'indétermination. Nous ne nous déterminons pas a priori comme des personnages assignés à tel et tel truc, nous nous laissons une ouverture, et c'est cette ouverture qui nous permet de prendre des directions très différentes à partir justement du débat, de la conviction, de la discussion, etc., de la continuation, de la palabre, on pourrait dire une palabre éternelle, comme si c'était la palabre qui était finalement le meilleur progrès. C'est-à-dire, peut-être le progrès ultime, c'est de se réunir sous un arbre et de discuter tranquillement, en fumant la pipe, ou sans fumer du tout, d'ailleurs, on n'est pas obligé, etc., etc. Oui, c'est-à-dire, là se trouve l'humain. Et quelque chose qui, à mon avis, a priori n'est pas nuisible a priori. Par contre, ça peut être très vite nuisible, d'abord selon les objets de la parole, selon les discours qui sont tenus, puisque nous ne pouvons pas parler pour ne rien dire, nous parlons en disant quelque chose, et disant quelque chose nous entraînons d'un sens dans un autre, et là évidemment, c'est là que se trouve tout l'enjeu, puisque vous allez avoir des solutions techniques, on va se confier, si vous voulez, à des dispositifs verbaux, on va se confier à des dispositifs de calcul, on va inventer avec Pythagore, des mathématiques qui seraient supposées régler tout, etc., etc. Et on va aller dans un sens, puis dans un autre, et puis etc. Voilà, peut-être qu'il faut que nous réfléchissions de façon très large, très ouverte, pas spécialement d'ailleurs en tant que philosophe, hein, on ne va pas non plus commencer à créer des espèces d'abbayes de Thélème pour philosophes, c'est pas ça, c'est vraiment la pensée au sens très large, la pensée de quoi? De la survivabilité de la culture humaine. Voilà. C'est ça notre but. Je ne sais pas comment on va s'appeler, mais c'est ça. Et pour ça, il nous faut des lieux collectifs, des lieux de rencontres interindividuelles, des lieux de discussion, de débat, des lieux d'approfondissement, des lieux de recherche, des lieux de travail, des lieux qui soient toujours des lieux autogérés et à partir de la
de la production de la patate. C'est-à-dire, par exemple, oui, mon copain qui est je sais pas quoi, je ne sais pas, moi, l'équivalent d'un doyen d'université, le matin, il va buter ses patates, il va les récolter, je ne sais pas quoi. Si c'est pas des patates, c'est autre chose. Peut-être qu'il a un choix, peut-être qu'il préfère autre chose. Je veux dire, c'est fondamental. Il peut bricoler, il peut faire des trucs pratiques, il peut faire de la plomberie, moi j'aime beaucoup la plomberie par exemple. Voilà, si jamais il y a quelqu'un qui va... Oui, d'accord. Ça sera sûrement mieux payé que les retraites universitaires. Bon. Voilà, donc pourquoi pas. Mais là c'est hors argent, c'est hors enjeu, si vous voulez, crématistique, comme disent les philosophes. C'est pas l'argent qui compte. Ce qui compte, c'est l'enrichissement par la pratique elle-même. C'est-à-dire quand vous faites de la plomberie, vous comprenez aussi pourquoi le jeu de Go est très, très limité. Vous voyez, et quand vous réfléchissez à un problème justement de ce type-là, qui est hyper complexe, hyper complexe, vous êtes obligé de faire appel à des images, à l'imagination, au rêve, etc. Un peu comme Einstein, si vous voulez, qui est dans sa préscience brusquement de l'élasticité de l'unité de l'espace-temps. Bon, c'est quelque chose qu'il a vécu presque matériellement, on pourrait dire, physiquement, on pourrait dire. C'est d'ailleurs assez bien expliqué par les gens qui sont ses biographes. Donc, là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a affaire à des choses tellement complexes qu'à la limite, ça ne peut pas être réduit, vous voyez, à des algorithmes. L'algorithme est la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer pour arriver à traiter de questions comme ça, parce qu'elles ne sont pas réductibles pour l'instant. Peut-être que certains segments de ces choses, de cette réflexion pourraient être traités. Je ne suis pas a priori contre les programmeurs. Ça m'est arrivé moi-même de programmer un jeu vidéo, il m'est arrivé d'inventer des choses amusantes pour faire dialoguer l'ordinateur avec une personne. Bon, je ne suis absolument pas contre, je ne suis pas opposé, mais je vois bien la limite. C'est extrêmement limité par rapport à ce qui nous concerne, c'est-à-dire le problème. The problem, c'est est-ce que nous ne sommes pas nuisibles en tant qu'humains. Évidemment, on peut aussi dire en tant que vous voyez, que milliards d'individus, on pèse sur la planète. Ça fait partie du problème, bien évidemment, la démographie galopante, bien entendu, ça fait partie du problème. Il n'y a pas que la consommation de certains par rapport à d'autres. Même si on consommait tous comme des prisonniers avec un peu de flotte, vous voyez, je sais pas, un peu de pain, et un peu de légumes, un peu de viande, etc. Et ben 7 milliards, 8 milliards, 10 milliards, 12 milliards, et à un moment donné, ou même si on bouffait chacun pratiquement rien, on serait en trop. Nous serions en trop. Et l'idée qu'on se rapproche du moment où on va être en trop, c'est tout de même courant. Hein, il n'y a pas besoin de... Donc, si vous voulez, le problème n'est pas... Le problème du nombre, le problème est posé. Mais la question, c'est de réfléchir de façon très approfondie sur la façon dont la question du nombre est soit, je dirais, améliorée, soit au contraire rendue plus difficile par la façon dont chacun existe dans cette société. Il y a peut-être effectivement des aménagements qui nous permettraient de gagner du temps ou de prendre plus de temps, etc. Bon, je propose aucune orientation précise, je n'ai pas de réponse, mais c'est plutôt la façon de poser les questions, la façon de poser les problèmes. Et la façon de poser le problème qui me semble essentielle, c'est comment est-ce que la culture humaine peut arriver à se modifier elle-même dans la structure de la parole, par exemple. Ça va très très loin, c'est très dans les rapports entre les personnes. Est-ce qu'elle peut se modifier elle-même pour pouvoir être moins nuisante, je dirais, potentiellement. Parce que ce qui est le plus terrible pour nous, c'est qu'en réalité, les effets nuisibles de la culture, quelquefois, se ressentent une centaine d'années après que certains jalons aient été posés, certaines orientations aient été prises. C'est pas, je veux dire, si ça serait trop facile si nous nous rendions compte nous-mêmes de notre propre nuisance immédiatement au moment où l'on parle. Hein, d'ailleurs, je ferais mieux de réfléchir à ce que je suis en train de dire. Mais comment est-ce qu'on peut rendre, c'est une vieille question de la philosophie grecque, hein, comment est-ce qu'on peut être plus prudent, hein, prudent au sens, c'est de faire un petit peu attention à ce que nous faisons et de voir comment est-ce qu'on peut, à chaque fois, toujours, je dirais, commencer, on pourrait dire, par la nuisance de long terme, la plus importante, qui va concerner nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants, parce qu'il faut tout de même se dire que même si nous ne les connaissons pas, parce qu'ils sont nés quand nous sommes morts, c'est tout de même nos arrière-petits-enfants. Alors, est-ce qu'on s'en fout? Mais dans ce cas-là, si on s'en fout, pourquoi est-ce que nous ne nous foutons pas de nos enfants? Pourquoi est-ce que nos enfants, nous y tenons?
Si c'est pour faire que leurs enfants, on s'en fout. Ou ceux d'après, vous voyez? C'est absolument évident. Il est évident que là, vous avez une loi darwinienne qui est l'affection pour les enfants, ça participe du phénomène que si les adultes ne s'occupent pas des enfants jusqu'à leur âge adulte, etc., l'espèce, elle meurt. Les humains ne se reproduiraient plus. Donc il faut de l'amour. Mais ça ne veut pas dire que l'amour est fonctionnel au sens que son but unique, c'est de produire de la reproduction. Bien sûr que non. Ça va bien au-delà, c'est beaucoup plus fort. Mais c'est cette espèce de force, justement, qui est liée à l'altruisme fondamental, quoi. C'est quelque chose, d'ailleurs, que Darwin reconnaît tout à fait dans la descendance de l'homme. Mais il est d'ailleurs beaucoup moins darwinien que ce qu'on dit de ce point de vue-là. Hein. Il est exceptionnellement ouvert, enfin exceptionnellement érudit, exceptionnellement ouvert, pas raciste du tout, antiraciste, alors, ce qui ne sera pas le cas pour certains de ses suiveurs, ses followers, comme Haeckel par exemple, qui a été profondément raciste, etc. Voilà. Il n'était pas non plus partisan a priori d'un libéralisme économique qui organise la lutte féroce entre les individus. Ça n'a rien à voir, hein, alors que pourtant beaucoup de gens se sont référés au darwinisme pour pouvoir faire les pires horreurs. Hein. Bon, donc, si vous voulez, je crois qu'il faut continuer dans ce sens-là, Darwin. C'est-à-dire qu'il faut s'inspirer de la façon dont, par exemple, quelqu'un, à un moment donné, qui était extraordinairement érudit, extraordinairement savant, sur tout ce qui se passe, y compris sur des choses qui ont été reprises qu'aujourd'hui. Vous savez, il y a une modernité de Darwin qui est absolument incroyable. Patrick Thor avait un peu compris ça déjà à son temps, mais c'était un petit peu encadré de façon idéologique, forcé un peu tout ça. Mais bon, puis maintenant, ça donne un peu à des orientations qui me semblent, comment dire, très basées sur un culte de la personnalité qui va vers la religion, et ça m'ennuie. Mais espèce de personnage comme ça, vous voyez, très médiatique, enfin, mais d'ailleurs qui n'a pas nécessairement beaucoup de succès, mais qui se comporte comme ça. Et ça, c'est d'ailleurs le danger des choses qui sont en train de monter, c'est que vous avez la tentation du gourouisme, on pourrait dire. Et il ne faudrait surtout pas que je tombe là-dedans, parce que ça serait une catastrophe. Hein. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut se rencontrer avec des gens que ça pourrait intéresser pour essayer de mettre vous voyez, sur le pont, essayer de construire cette idée d'un domaine mondial de la pensée dont le but serait d'essayer de réfléchir sur les possibilités que la culture humaine a de ne pas devenir nuisante d'une façon dramatique pour l'humanité et pour la nature. Voilà. Comment est-ce qu'on peut ne pas être nuisant? Je répète cette question. Et c'est la question centrale qui devrait être, je dirais, sur toutes les tables, tout le temps, dans toutes les bibliothèques, etc. Alors après, on peut effectivement détailler la question, mais la question ne sera pas détaillée sous forme de spécialité disciplinaire, comme jusque-là. Ce ne sont pas des armées, j'appelle pas à fabriquer une armée, j'appelle plutôt à organiser des débats de fond pour progresser ensemble, et je dirais, le plus possible, en variant, je dirais, les appartenances d'origine des gens, et vous voyez, c'est un appel à tous. J'aime pas beaucoup le mot tous, parce que tous, d'abord pourquoi tu tous, tonton, et puis aussi, excusez-moi, ça m'arrive des fois de faire des petites diversions idiotes comme ça, mais le toussisme, comme on pourrait dire, hein, c'est-à-dire en fait le totalitarisme dans sa forme actuelle, c'est-à-dire pour tous, non, je suis désolé, il y a des choses qui, c'est plutôt certains, et puis certains et d'autres, et puis chacun, voilà, chacun a, bon, ça c'est très très important, parce que c'est peut-être justement comme ça qu'on pourra arriver à comprendre comment on peut fabriquer des communautés, ou des communautés de rencontres qui puissent aussi aller un peu plus loin dans des modes de vie qui soutiennent un petit peu leur passion et puis qui leur permettent de vivre leur passion longtemps sans dépendre, je ne sais pas quoi, d'un élément budgétaire, d'un soutien budgétaire de la recherche, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est plus possible, ça ne marche plus comme ça. De toute façon, les États sont en train de se casser la figure parce qu'ils sont beaucoup trop endettés eux-mêmes, et il faut se démarquer de ça, non pas pour faire du privé, mais pour faire plutôt de la possibilité d'exister à moyen terme, et à long terme, même le plus possible, si vous voulez, en subvenant à des besoins collectifs autour de cette fonction de la pensée. Voilà. Donc, c'est une proposition, elle n'est peut-être pas encore extrêmement claire, suffisamment claire, elle n'est pas suffisamment... mais je tiens beaucoup à ces divers aspects. Hein. Je répète un peu l'aspect universel, c'est-à-dire l'aspect mondial, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse discuter
dans je ne sais quelle langue, la langue c'est secondaire, mais le respect évidemment des cultures locales ou des cultures nationales est important, hein, je ne m'estime absolument pas. Mais je veux dire que quelqu'un qui aurait ce type d'idée et de préoccupation en Chine, en Mongolie, en Inde, c'est pas bon, dans les îles Caïmans, pourquoi pas, bon, attention aux histoires d'argent, vous voyez, évidemment en France, dans le monde rural, dans le monde intellectuel, dans le monde... Bon, il faut que je puisse trouver des alter-égaux sur cette préoccupation fondamentale, absolument partout dans le monde, et sans obstacle linguistique, ou, vous voyez, et parce que à ce moment-là, on se met à parler de quelque chose de sérieux, hein, vous voyez, et ça, je crois que c'est tout à fait possible. Seulement, ce qui devrait aller avec, c'est tout de même une espèce de, je dirais pas de fédération, parce que on est déjà parti dans des arcanes et des machins administratifs, organisationnels, qui vont à l'évidence dériver vers des bureaucraties, des langues de bois, etc. Ça, on le sait par avance. On sait par avance comment continue, comment se modifie, parce que ça fait partie justement des choses sur lesquelles il faudrait réfléchir, c'est-à-dire comment est-ce qu'une institution humaine se dégrade toujours dans le sens de la langue de bois, dans le sens de l'institution qui domine les autres, dans le sens du contrôle social, dans le sens du contrôle politique, de l'argent, etc. Toujours. Il n'y a pas une exception. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que je vous dis que la question est très importante, parce que c'est un défi. C'est un défi. Comment est-ce qu'on peut, sur le long terme, un terme qui nous échappe à chacun en particulier, puisqu'on va vivre tant d'années, quelques décennies, mais il faudrait que ça continue après, comment faire pour prévoir d'avance, hein, vous savez, un peu comme la fondation d'Asimov, quoi, prévoir d'avance, en quelque sorte, que quelque chose va arriver qui va nous autodétruire, peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans, vous voyez, nous autodétruire en tant que l'objectif est justement de stopper cette nuisance-là. Vous voyez, il y a quelque chose d'assez fantasmagorique dans cette façon de penser. Pourtant, c'est très concret. C'est très concret parce que regardez, à l'heure actuelle, regardez déjà sur quoi nous discutons. Nous discutons sur les effets dramatiques du changement climatique. Or, le changement climatique n'aura des effets absolument dramatiques, j'entends, que peut-être à l'échelle des 100 ans. C'est-à-dire que nous discutons sur les effets de nos actions actuelles dans 100 ans. C'est au prochain siècle que les effets les plus dramatiques se feront sentir. Donc, si vous voulez, on est bien déjà dans une logique de très très long terme, vous voyez. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que la discussion que j'essaie de mener, de développer là, serait, vous voyez, étrangère, je dirais, à nos préoccupations actuelles. Nos préoccupations sont déjà comme ça. Quand on veut enterrer les déchets nucléaires à Bure, sur Yvette, quand on veut enterrer des choses qui vont durer des centaines d'années, des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années, vous voyez bien qu'on se situe à une échelle de responsabilité qui dépasse largement notre petite personne, comme dirait l'autre, et puis même y compris nos enfants. Nous sommes déjà dans une espèce de visée transgénérationnelle qui est absolument fondamentale. Alors, comment est-ce que la culture peut suivre ça ? Vous vous rendez bien compte que la culture humaine n'a jamais fait face à ces choses-là. Un tout petit peu à la fin de l'Empire romain, avec la création du christianisme, avec une espèce d'eschatologie qui leur permettait justement de rêver une espèce de non-temporalité du royaume céleste, etc. Et puis aussi, parce que c'était des échelles déjà d'espace qui allaient avec l'échelle de temps, c'est-à-dire un empire, ça se construit en centaines d'années, ça se détruit aussi en centaines d'années, et quand vous prenez l'ensemble du système romain, y compris la Rome asiatique de Byzance, Constantinople, etc., bah, au fond, c'est tout de même plus d'un millénaire. Donc c'est une affaire longue aussi, vous voyez. Donc simplement, il faut avoir cette ambition-là. Si vous avez juste l'ambition de faire de l'argent en vendant quelques machins, c'est foutu. C'est pas ça qu'il faut penser. Il faut avoir une véritable ambition. Une ambition collective de long terme. Cette ambition sera évidemment déformée. Elle se déformera d'elle-même. Mais l'intérêt, c'est justement d'arriver à comprendre comment nous nous déformons d'une certaine façon. Comment la culture se déforme, vous voyez. Comment la parole se déforme progressivement. Comment vous reprenez des mots, puis ensuite vous les associez, puis vous les intriquez, puis après ça devient des lois, des règles, comment ça bouge plus, et puis comment après ça fait des règlements sur lesquels vous ne pouvez absolument plus toucher parce qu'ils sont devenus sacrés, et puis comment est-ce que vous rencontrez après le paradoxe de l'autoréférence, c'est-à-dire en fait vous croyez que vous êtes parfait vous-même, etc., puis finalement qui va vous servir de miroir, qui va vous dire mais que vous êtes mauvais, vous voyez, si vous êtes entièrement autodéfini, et pourtant sans une liberté de s'autodéfinir et de faire ses propres
propre truc, en quelque sorte, et de vivre sa propre vie, et, je dirais au service de soi-même, mais des autres aussi, mais sans être un fonctionnaire, sans fonctionner pour les autres, sans fonctionner pour quelque chose pour lequel on vous paye. Au contraire, vous vivez pour vous-même, pour votre passion, mais il se trouve que votre passion, c'est une des passions humaines fondamentales, c'est-à-dire celle de comprendre, celle d'agir tout de même pour le bien, finalement, c'est aussi une passion fondamentale. Bon, voilà. Alors, moi, je crois que c'est ça l'enjeu. Et c'est évidemment un enjeu extraordinaire. Et un enjeu qui permettrait de libérer beaucoup d'énergie. Parce que si vous voulez, les énergies, pour l'instant, elles sont bloquées par quoi? Pour l'instant, elles sont dépensées, trop de chauffage, trop de machin, trop de bagnoles, trop de consommation, le climat, la population, les réserves, la pollution, l'horreur. Bon, à un moment donné, on ne peut plus vivre non plus. Là, je libère ça, c'est-à-dire que je propose une libération de ça, c'est-à-dire qu'on réfléchit sur un problème qui existait dans le passé, par des historiens qui travaillent sur comment est-ce que les sociétés ont pu se corriger dans le passé, comment elles ont pu, par exemple, c'est pas moi, est-ce que Fernand Braudel répond à la question comment les gens de la Méditerranée ont pu faire en sorte que la Méditerranée ne crève pas? Ben finalement, elle est tout de même en très mauvais état. Hein. Elle a été en mauvais état souvent, et parfois de façon répétée, de façon aggravée. Aujourd'hui, en ce qui concerne les poissons, en ce qui concerne même toute la flore et la faune qui entoure la Méditerranée, c'est en très mauvaise posture. Ça a évolué, il y a du bien, il y a des choses comme ça. Mais pourquoi est-ce que ça arrive toujours trop tard, par exemple, les solutions? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut défaire des systèmes d'enjeux qui bloquent les choses, qui font des systèmes... Moi, vous savez, c'est ce que j'utilise un mot un peu bizarre, j'appelle ça le putschar. Le putschar, c'est une bête horrible, monstrueuse, etc. En fait, c'est pouvoir, technologie, argent. Il y a même un copain qui dit mais plutôt pouvoir, technologie, monnaie, parce que c'est la manipulation de la monnaie. Mais c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un assemblage de forces qui vont dans le même sens, et qui font vraiment un effet cyclonique. Bon, comment vous ralentissez ça? Bien sûr qu'il y a des gens qui proposent des choses contre les capitalistes, mais vous remarquerez que la technologie est rarement mise en cause. Rarement mise en cause. Or, la technologie est une des directions passionnelles les plus folles qui puissent exister. Les plus folles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours résoudre les problèmes, trouver les solutions, et en réalité, on arrive à des choses pires relativement après, et on dit oui, mais les savants, moi j'ai entendu comme ça des agriculteurs qui travaillent pour des AMAP maintenant dire oui, mais les savants, les scientifiques nous ont trompés. Eux aussi ils se sont trompés eux-mêmes, hein. Faut pas exagérer. Hein. Mais oui, ils ont trompé. Alors on va chercher le bouc émissaire, si c'est pas c'est le scientifique, puis alors après c'est l'homme politique, et puis après c'est... Oui, on est tous dans le même bain, c'est tout, je veux dire. Vous voyez, ça suffit d'aller trouver des responsables qui sont toujours... Et pourquoi pas les juifs? Alors on va tomber à un moment donné sur le bouc émissaire qui va servir toujours, quoi. Hein. Hop, ou alors l'arabe, ou alors... Non, ça va, je veux dire, ça suffit. Arrêtons de déconner. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive depuis déjà très longtemps, il y avait des accumulations, etc. C'est pas la peine d'essayer de dire que c'est les autres, hein. C'est nous. Voilà, c'est tout. On ne va pas commencer à faire de la paranoïa. Parce que la paranoïa, c'est facile tout de même. Hein. Dire, ah bah oui, c'est eux. Vous voyez qui je veux dire. Sur son divan rouge, là, le pauvre, il est, à mon avis, comment dire, il est capturé par sa paranoïa. Il est capturé par sa paranoïa. Donc, alors que c'est un type relativement intelligent, je ne sais pas si vous voyez toujours de qui je parle, mais relativement intelligent, mais il a la pensée rétrécie littéralement par cette obsession. Vous voyez. Or, nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, tous ensemble, sur des générations, les blancs, les noirs, les verts, les jaunes, etc., les grands, les petits, les femmes, les hommes, tous. Nous participons à quelque chose qui nous emmène dans la mauvaise direction globalement, et à ce moment-là, on va plutôt ressembler à une fourmilière en train de se casser la figure, voilà, donc à mon avis, la destinée des humains, c'est pas d'être une fourmilière, je suis désolé, malgré les romans de Weber, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, qui nous racontent tout de même des cracks, il y a des idioties, c'est pas vrai que les humains sont des fourmis, c'est pas vrai. Donc on n'est pas des fourmis, et comme on n'est pas des fourmis, l'intérêt des fourmis c'est qu'elles ne sont pas trop grosses. Donc elles font des petites catastrophes locales, mais elles ne font pas des catastrophes mondiales. Bon, nous si, c'est ça notre problème. Donc voilà, donc il faut tout de même qu'on arrive effectivement à faire mieux sur beaucoup de générations, sur le long terme, sur des grands espaces, et c'est pour ça que la mondialité, à mon avis, s'impose comme base de réflexion. C'est au niveau des droits de l'homme, c'est au niveau de l'humanité entière, de la planète, qui est tout de même relativement isolée pour l'instant, hein, et pour longtemps, et en termes écologiques, ça va le rester très longtemps, pour arriver tout de même à faire vivre cette merveille, parce que c'est tout de même de la merveille, la vie, y compris les humains d'ailleurs, nous en partie, sont merveilleux par certains côtés. Le problème, c'est qu'on a d'autres côtés, il faudrait quand même arriver, oui, à faire quelque chose. Et pour ça, je crois qu'il faut qu'il y ait une indépendance de ces hauts lieux de pensée, qui soient capables de penser de façon réellement, profondément indépendante,
c'est-à-dire justement associé presque exclusivement à la question qui se pose. Si la question qu'on se pose en vérité, c'est pour ça que je ramène le mot vérité, vérité relative certes, mais vérité tout de même très précise, en quoi est-ce que la culture peut revenir sur elle-même pour ne pas être nuisante ni aux humains ni à la nature, cette question-là, nous n'y avons pas répondu jusqu'à présent. C'est extrêmement difficile d'y répondre. Je peux parler un tout petit peu de moi quelques minutes. Si vous voulez, j'ai passé ma vie, je dirais ma vie, à réfléchir à cette question-là. Je n'ai pas trouvé de réponse, mais j'aimerais bien pouvoir en trouver une avec d'autres. Et je trouve que ça vaut le coup de lancer cet appel. Je vous remercie et donc à bientôt. Donc, les données, les coordonnées sur lesquelles vous pouvez me trouver et qui vont apparaître sur le film à un moment donné. Vous pouvez me joindre aussi sur mon site sur Internet que vous pouvez très facilement trouver. C'est Denis Duclos et puis quelques trucs vous allez trouver. Je m'étais à un moment donné intéressé à ce que j'appelle la géoanthropologie, c'est-à-dire que c'est l'anthropologie justement au niveau de la planète, en quelque sorte. L'anthropologie au niveau de la planète, ça fait partie du titre de mon site, vous le trouverez extrêmement facilement, et à partir de là, un certain nombre de renseignements qui vous permettront de rentrer en contact avec moi, de telle façon que nous puissions, à un moment donné, par une succession de rencontres, une succession d'initiatives, je ne sais pas encore lesquelles, si vous voulez, commencer à concrétiser d'une certaine façon cet objectif, qui est un objectif à la fois complètement grandiose, donc d'une certaine façon enthousiasmant, si vous voulez, là, oui, mais en même temps simple, et compréhensible par quiconque, vous voyez, et à mon avis, auquel quiconque peut participer. C'est-à-dire, encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir le langage le plus châtié, ni les connaissances les plus approfondies sur l'érudition en philosophie antique, voilà, pour... Je ne dis pas que c'est mal, mais je dis qu'on n'est pas obligé déjà d'être pré-spécialisé, vous voyez, pour participer à cette discussion, et que ça peut être tout à fait une aventure assez extraordinaire. Et je dirais pour finir, quelle que soit la destinée que nous allons connaître collectivement et individuellement dans les décennies qui vont suivre. Que ce soit tragique ou pas, que ce soit une ouverture d'une merveilleuse possibilité auquel on n'avait pas pensé, que ce soit un écroulement, un effondrement, hein, comme disent certains, presque fatal, je ne sais, encore une fois, je ne sais pas, et je ne veux pas le savoir. D'une certaine façon, je ne veux pas le savoir, parce que ce qui m'intéresse, on ne peut pas vivre tout le temps dans l'angoisse, tout le temps en train de se dire, mais attention, demain, c'est la fin du monde. C'est impossible, c'est absurde de vivre comme ça. Ça serait d'ailleurs une connerie de la culture qui a déjà été faite. Vous avez l'eschatologisme de l'an 1000, vous avez des choses comme ça, c'est lié aux croisades, vous avez des tas de conneries que les humains ont fait, et notamment nous par exemple les occidentaux, les chrétiens, tout ce que vous voulez, enfin les gens de ce côté-ci de la planète, on fait tout un tas de conneries, aussi à cause des eschatologismes, à cause des peurs collectives. Vous voyez. Donc il ne s'agit pas il faut dire simplement, voilà, il y a peut-être des risques énormes qui sont en train d'être pris, ou pas pris, ou modérés. Nous, ce qu'on veut, c'est d'une certaine façon nous retrouver entre nous, parce que d'une certaine façon, ce que nous aimons faire, c'est penser. Alors, on est un peu comme les Lévi-Strauss, la pensée, c'est vachement bon de penser, quoi. D'abord, ça soulage. Et puis, il peut y avoir des tas de gens qui sont intéressés, même si, encore une fois, ils ont des bagages culturels, comme on pourrait dire, des bagages culturels... plus ou moins valise en carton culturel, vous voyez, plus ou moins important, mais c'est à la limite, moi ce qui m'a toujours frappé, si vous voulez, dans cette chose-là, c'est que les détours que l'on peut faire justement par l'érudition pour connaître un peu le passé historique très précis de tel et tel type de pensée, etc., ça rejoint, les gens peuvent aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Moi, c'est frappant. Si vous voulez, je m'intéresse à ces questions-là depuis 50 ans, en gros. J'ai fait ma thèse sur ces questions-là, l'impact des activités humaines sur l'environnement. Je vais à Sciences Po en 1987, et puis je m'intéressais politiquement, d'ailleurs, dans un parti politique, aux questions justement de l'environnement, de la consommation, sur des bases assez critiques par rapport aux positions de ce parti. Donc, je veux dire, ça fait très très longtemps que je suis passionné par ça. J'avais organisé aussi, il y a quelques dizaines d'années, un séminaire que j'ai d'ailleurs ensuite publié sous le titre « Pourquoi tardons-nous à devenir écologistes ?» Parce qu'effectivement, à cette époque-là, on tardait énormément. Et puis on a tardé jusqu'à il y a 2, 3 ans, 4 ans, la COP 21 au maximum. Et pouf, brusquement, ça s'est déchaîné. C'est-à-dire une espèce de prise de conscience subite à droite et à gauche, un refus de certains, Trump en particulier, etc., etc. Et puis en même temps, ça bouge, vous voyez, ça bouge à toute vitesse. Et je dirais que je suis complètement dépassé par le catastrophisme. Donc, mais cela dit, j'ai toujours eu une espèce
de méfiance par rapport au catastrophisme, y compris le catastrophisme éclairé. Hein. Éclairé ou pas, moi je trouve que le catastrophisme, c'est insupportable. Voilà. Vous savez, il y a des moments, il vaut mieux, je dirais, utiliser l'illusion, l'imaginaire et le mensonge même, vous voyez, parce que la vérité est trop dure. Sauf qu'il faut tout de même qu'il y en ait quelques-uns qui restent réveillés et qui, si vous voulez, fassent le boulot parce que eux, la vérité, je dirais, c'est un peu leur truc, quoi. Donc d'une certaine façon, que ça aille mal ou pas, la vérité, ils seront capables de s'en passer. Voilà. Alors, mais je ne dis pas ça pour critiquer les gens d'une certaine façon qui produisent du mensonge, mais c'est pas un mensonge méchant, c'est un mensonge pour pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Vous voyez, et ça fait partie de la culture. Il est évident qu'il faut du mensonge. Si vous n'avez pas de mensonge, mais comment est-ce que vous pouvez affronter vous voyez, constamment une espèce de vérité terrible, invivable. Donc à ce moment-là, vous faites des petits allers-retours, vous racontez des trucs, bisounours ou pas, et vous racontez que l'amour, vous racontez plein de choses. Et puis c'est très bien, ça fait partie tout à fait de notre culture. Donc je ne suis pas du tout contre. Mais je dis simplement, peut-être qu'à certains moments donnés, au moins certains d'entre nous, j'entends au sens le plus large possible, au fond, s'ils se consacrent à la question de la vérité, c'est-à-dire ce qui est dur, c'est-à-dire ce qui résiste, c'est-à-dire ce qui ne va pas, c'est-à-dire ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on ne veut pas savoir, vous voyez, sur nous-mêmes. Bon. S'il y a des gens qui s'intéressent à ça, qui arrivent à... il ne faut pas les condamner. Et moi, j'aimerais bien faire partie d'un groupe qui aurait cette éthique-là. D'abord parce que je ne suis pas si loin de la mort et qu'au fond, ça va, hein, merci, je suis en très bonne santé. Mais bon, j'ai tout de même mon âge, et donc je sais très bien qu'à la limite, peut-être 15 ans, peut-être, maximum, oui, encore, j'ai pas envie de me retrouver trop avachi. Donc, je ne sais pas, peut-être ça sera juste, demain je me casserai la figure dans l'escalier, ou je vais prendre un cancer abominable et tout. Mais pour ce qui me reste de vie, en me disant justement que moi je suis plutôt sur le versant, vous voyez, comment on dit, l'automne, pas encore l'hiver tout à fait, voilà. Mais bon, au fond, c'est la nature, hein, ça c'est, voilà, les humains vivent, meurent, se reproduisent, etc., les générations suivantes, c'est génial. Et donc, moi ce que je crois, c'est que, à mon âge, maintenant, peut-être avec d'autres de mon âge, ou des plus jeunes, ou des beaucoup plus jeunes, qui peuvent avoir une conscience aiguë de certaines choses, parce que ça n'attend pas l'âge des fois, hein, la conscience douloureuse, ou la conscience, si vous voulez, éveillée en quelque sorte, l'éveil, quoi. Pas au sens bouddhiste, mais au sens vraiment d'une acuité de regard, si vous voulez, sur ce qui nous arrive, et sur quoi nous sommes responsables aussi de ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui n'atteint pas tout le monde en même temps. Ça, c'est pas vrai. Donc les gens qui veulent faire ça puissent le faire tranquillement, entre eux, d'une certaine façon, tout en étant constamment ouverts sur l'extérieur, puisque la question même est une question ouverte sur tout le monde. Donc évidemment, on ne va pas se fermer dans ce qu'on appelle la tour d'ivoire. Il n'est pas question de reproduire ça. Mais par contre, qu'il y ait une liberté totale, et que dans cette liberté totale, je dirais que quelque chose de l'ordre de la vérité, la plus dure, la plus difficile, puisse être atteinte, dépassée et proposée un peu à tout le monde, un peu comme ça, vous voyez, à bon entendeur salut. Moi, je crois que c'est une proposition salutaire, mais surtout une proposition enthousiasmante pour les gens que ça puisse intéresser, et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, mais qui vivent leur vie. Au contraire, c'est très bien, je dirais, parce que ça permettra ensuite peut-être des rencontres après, en espérant qu'elles ne soient pas conflictuelles, mais où les gens qui veulent dire une certaine vérité, si vous voulez, dure, difficile à entendre, essaye tout de même, et puisse essayer de se faire entendre sans avoir été corrompu, et sans être corrompu au fur et à mesure, par grignotage successif. Ah oui, là c'est vachement intéressant, votre projet, on veut le financer. Non, pas de financement. On va réfléchir tout seul, hein, ok, là les gros, là les puissants, les forts. Non, on ne va pas rentrer dans vos magouilles. On ne va pas rentrer dans vos passions, parce que ce n'est pas notre passion. Notre passion à nous, c'est la vérité. Excusez-moi. Au revoir.